Madame la députée, Monsieur le directeur de Sciences Po, Mesdames et Messieurs les ambassadrices, ambassadeurs, diplomates, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, je voudrais d'abord remercier celui qui nous accueille, qui est toujours un redoutable diplomate et un non moins redoutable directeur de Sciences Po. Merci beaucoup de nous accueillir ce matin. Je voudrais également saluer les participants de l'Académie diplomatique et consulaire. C'est un jour important pour un certain nombre d'entre elles et d'entre eux, puisque après avoir suivi le petit séminaire, ils entrent aujourd'hui dans le grand séminaire, ce qui fait d'eux des séminaristes et ce qui témoigne de ce que la diplomatie, les métiers de la diplomatie, les métiers consulaires sont avant toute chose une vocation, pour ne pas dire un sacerdoce. Et je veux les féliciter d'avoir choisi de suivre les cycles de l'Académie diplomatique et consulaire, parce que l'étymologie du terme séminaire, vous le savez, nous ramène à la pépinière, dans ce lieu où on sème les graines et on accompagne les jeunes pousses dans leur progression et dans leur développement. Parce que c'est le premier des objectifs que nous avons confié l'année dernière au directeur de l'Académie diplomatique et consulaire, cher Didier Lebret, c'est de permettre à ces femmes et ces hommes qui ont choisi la diplomatie comme vocation de pouvoir se former tout au long de leur carrière dans les métiers de la diplomatie, car il s'agit de métiers très singuliers. Le quotidien d'un ambassadeur, c'est d'entretenir avec des pays avec lesquels les relations sont bonnes ou moins bonnes, une qualité de dialogue qui permet à la France de défendre ses intérêts. C'est aussi dans les situations de crise de protéger nos compatriotes lorsque les catastrophes naturelles ou les désordres géopolitiques menacent jusqu'à leur sécurité même. C'est enfin la préparation des visites des autorités du président de la République qui peuvent provoquer un certain nombre de casse-têtes et qui supposent une souplesse, une agilité qui doit être sans cesse renouvelée et que cette académie diplomatique et consulaire a vocation à consolider dans l'esprit et dans le cœur de tous les diplomates de la grande famille du Quai d'Orsay. Et cette académie diplomatique et consulaire a également une deuxième mission qui est celle d'ouvrir le Quai d'Orsay à la société civile, aux chercheurs, aux think tanks, bref, à toutes celles et ceux qui portent un autre regard que celui qui est le nôtre sur l'évolution du monde, sur la manière dont la diplomatie française peut défendre au mieux les intérêts de la France et ceux des Français, et par cette fertilisation croisée, de muscler plus encore notre capacité d'action à l'international. Mais il y a aussi une troisième mission que nous avons confiée à l'Académie diplomatique et consulaire et à son directeur. C'est de rapprocher toujours plus les Français de leur diplomatie. C'est de créer, comme on le dit au ministère des Armées avec le lien armée-nation, un lien diplo-nation, un lien plus étroit entre nos diplomates, leur action au quotidien d'un côté, et les Françaises et les Français. Car ce lien est aujourd'hui beaucoup trop fragile. Romain Gary disait que le métier de diplomate, par le privilège d'immunité qu'il confère, fait vivre en marge, sous une cloche de verre, et permet d'observer sans être touché. J'aime beaucoup Romain Gary, mais il faut collectivement que nous puissions lui donner tort et que nous puissions resserrer dans un moment où jamais ce qui se passe au-delà de nos frontières n'a eu autant d'impact sur nos vies quotidiennes, que nous rapprochions les Français de notre action et de nos métiers et que nous nous rapprochions de leur vie quotidienne. Et il n'est pas besoin devant vous de rappeler à quel point les affaires étrangères sont l'affaire de tous et que ce qui se passe au-delà de nos frontières a des conséquences très concrètes pour nos vies quotidiennes. Et qu'enfin, quels que soient les sondages d'opinion que vous consultez, l'essentiel des grandes préoccupations des Françaises et des Français trouve une partie significative de leur résolution dans l'action internationale de la France, dans l'action
du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et des hommes et des femmes qui le composent. Prenons le sujet de l'emploi pour commencer, en rappelant qu'un emploi sur 10 en France est situé dans une entreprise étrangère et que sur 10 € de richesse produite en France, 4, en tout cas 4 jusqu'à présent, avaient vocation à être exportés. Et je reviendrai tout à l'heure sur la nouvelle donne en matière commerciale, mais vous voyez bien que si la France est redevenue ou est devenue ces 5 dernières années le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe, ça n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un constat, celui que les investissements étrangers en France contribuent à la prospérité du pays, contribuent à la lutte contre le chômage, et que si nous voulons les amplifier, il nous faut nous en donner les moyens, avec Business France, avec la team France Export et plus généralement avec l'action de la diplomatie économique créée il y a un peu plus de 10 ans et qui nous permet de défendre l'emploi en France par l'action internationale. J'en viens aux questions de santé. La santé est une préoccupation majeure des Françaises et des Français. Faut-il penser que seules les réponses nationales sont suffisantes pour satisfaire les attentes pressantes de nos concitoyens? Évidemment que la réponse est non. La principale crise en matière de santé publique que nous avons connue ces dernières années nous est venue de très loin d'ici. Et elle a pourtant exercé une pression considérable sur le système de soins, avec plus de 110 000 décès dans les hôpitaux français, avec plus de 400 000 patients traités pendant une période de temps limitée. C'est la pandémie de Covid-19 à laquelle nous n'avons rien à voir, en tout cas, pour ses origines. Et c'est pourquoi, là encore, la lutte contre ce type de gigantesque désordre en matière de santé publique passe par l'action internationale. Et c'est dans cet esprit qu'il y a quelques semaines, nous avons inauguré à Lyon l'Académie de l'Organisation mondiale de la santé, qui va permettre de former plus de 3000 soignants à l'horizon 2028 et qui dispose, je vous invite, lorsque vous en aurez l'occasion, à en visiter les locaux, d'un espace de simulation de crise pandémique avec la capacité, dans les sous-sols de l'Académie de l'Académie de l'OMS, de reproduire des situations de crise à grande échelle avec la température, avec des inondations, avec tout ce que vous voulez. J'en viens maintenant à la question de l'environnement et du climat, puisque l'année 2024 a encore marqué de nouveaux records, avec des pointes de température moyenne en Méditerranée à 29 degrés le 15 août dernier, avec des inondations dévastatrices, y compris sur le territoire national, avec le cyclone Chido qui a littéralement dévasté Mayotte. Là encore, il serait illusoire de croire que c'est par l'action sur le territoire national que nous résoudrons les problèmes, puisque la France est à l'origine de 1% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Et c'est donc par l'entraînement des autres pays du monde que viendra la solution, que viendra non seulement la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation aux conséquences désastreuses du dérèglement climatique. Et nous fêtons cette année un accomplissement majeur de la diplomatie française, qu'est l'accord de Paris pour le climat, qui a été trouvé en 2015, signé au Bourget, et qui a permis d'engager les pays du monde sur une trajectoire contraignante en matière de réduction de gaz à effet de serre. Vous allez voir cette année que nous publierons les effets, les conséquences de cet accord de Paris pour le climat 10 ans après. Combien de tonnes de carbone ont été évitées grâce à cet accord obtenu par un tour de force de la diplomatie française. Et vous verrez que c'est donc bien par l'action internationale que nous pouvons espérer limiter les effets considérables du dérèglement climatique sur nos territoires et nos vies quotidiennes. Quatrième exemple, celui de l'immigration, qui se place au sommet des préoccupations, ou en tout cas sur le podium des préoccupations de nos compatriotes. La réponse à ces préoccupations
se situe-t-elle sur le territoire national? La réponse est non. C'est bien évidemment là d'où partent les grandes vagues migratoires que se trouvent les réponses et que se concentre l'action internationale de la France. Quelle a été la période, la grande vague migratoire qui a créé en Europe les vertiges dont nous ressentons encore aujourd'hui les conséquences en politique intérieure? Eh bien, c'est la grande vague de 2015, où plus d'1 million de Syriennes et de Syriens ont fui la guerre et les persécutions en plongeant dans la Méditerranée au risque de leur vie pour trouver refuge et asile en Europe. Si dès les premières semaines après la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie, nous nous sommes rendus sur place en engageant les nouvelles autorités, les autorités de transition, c'est bien évidemment pour qu'elles puissent entendre les préoccupations qui sont les nôtres et que nous puissions éviter que les désordres au Proche et au Moyen-Orient puissent ensuite engendrer les réactions pas toujours raisonnables que nous avons pu voir émerger en Europe ces 10 dernières années. Puis je finirai par un 5e exemple qui est celui de la paix et de la sécurité. Je veux le répéter, cas de doute, la France n'a aucune volonté expansionniste et donc la menace sur le territoire national provient d'autres puissances qui pourraient en nourrir à l'encontre de la France ou de ses partenaires de sécurité. Et là encore, c'est par l'action extérieure, c'est par la diplomatie que nous sommes parvenus ces 75 dernières années à assurer à la France, à ses principaux voisins, presque 8 décennies de paix, sur le fondement de deux initiatives majeures. La première, dont nous avons fêté le 75e anniversaire l'année dernière, c'est la création de l'OTAN, qui lie les membres de cette alliance de sécurité par une solidarité qui assure un principe simple, c'est tous pour un et un pour tous. Si l'un des alliés de l'OTAN est attaqué, alors tous se liguent pour venir le défendre. Et puis la deuxième initiative qui nous a permis de vivre en paix pendant 75 ans, nous allons la célébrer dans quelques jours dans le Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay. C'est la déclaration de Robert Schuman, déclaration unilatérale, qui dans une période où les tensions, y compris les tensions commerciales, remontaient très vivement, on était en 1950 entre la France et l'Allemagne, eh bien, a proposé que nous puissions mettre en commun le charbon et l'acier, ce qui correspond dans les standards d'aujourd'hui à l'intelligence artificielle et l'énergie nucléaire, pour procéder à un désarmement commercial plutôt que de céder à une forme de réarmement sur le plan sécuritaire qui nous aurait entraîné une nouvelle fois vers des confrontations armées. En résumé, quel que soit le sujet de préoccupation de nos compatriotes, mais vous le savez, la réponse se trouve ailleurs, et c'est la responsabilité des diplomates français que de défendre les intérêts de la France et des Français, et donc de leur apporter des réponses. Dans un monde qui, et c'est le deuxième point que je voulais partager avec vous, entre, si je puis dire, enfin de plein pied dans le XXIe siècle. Au tournant de ce quart de siècle, le nouveau désordre mondial remet en question des habitudes, des certitudes qui, en fin de compte, posent la question de notre indépendance. Question qui ne s'était pas posée depuis peut-être la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avec en particulier 3 évolutions majeures qui appellent de la part de notre diplomatie de la créativité, de la force morale aussi, mais qui va appeler, parce que les décisions ne sont pas prises au Quai d'Orsay, elles sont prises par le peuple français, qui va appeler de notre part un travail, je dirais, d'explication de cette nouvelle donne mondiale, de manière à ce que les Français puissent se préparer aux choix difficiles qui sont devant eux. La première certitude qui est ébranlée, à ce tournant du quart de siècle, c'est la prééminence du droit sur la force. C'est l'augmentation du niveau de la menace et la fragilisation des alliances que nous avions conçues pour la dissuader. La menace vient évidemment, et en premier lieu, du flanc oriental de l'Europe,
avec la Russie de Vladimir Poutine, qui consacre désormais 10% de sa richesse nationale à son effort militaire, 40% de son budget national, qui vient d'annoncer une nouvelle conscription de 160 000 soldats, la principale, la plus importante depuis 14 ans, et qui, de toute évidence, n'est pas engagée dans une trajectoire de désarmement, et avec laquelle il nous faudra composer. Menace également qui nous vient de l'Iran, dont le programme nucléaire est désormais au seuil, et menace très directement le territoire de l'Union européenne. Menace qui vient également de la recomposition des réseaux du terrorisme du Sahel jusqu'au Khorasan, qui continue d'exercer sur le territoire de l'Union européenne, sur le territoire national, une menace permanente. Donc un niveau de la menace qui s'élève et une alliance de sécurité, l'OTAN, j'en parlais à l'instant, qui connaît une crise de croissance puisque le principal allié de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, ont annoncé depuis longtemps maintenant qu'ils envisageaient de réduire leur engagement dans cette alliance, et on voit bien que ce désengagement pourrait s'accélérer à l'avenir. Et donc avec cette augmentation de la menace, avec cette fragilisation, ou en tout cas cette évolution des conditions d'exercice de la dissuasion au sein de l'OTAN, il va nous falloir prendre des décisions. Soit nous continuons comme nous l'avons fait jusqu'à présent, et alors nous prenons le risque que la menace continue d'enfler et qu'elle finisse par nous entraîner un jour ou l'autre dans des confrontations que nous n'aurions pas choisies. Alternativement, si nous ne faisions rien et que nous nous retrouvions face à une menace qui enfle, nous serions contraints de trouver sous la pression de nouveaux partenaires de sécurité, de nouveaux protecteurs qui nous le feraient payer très cher. L'alternative, c'est bien évidemment de prendre notre destin en main, de relever notre capacité à dissuader la menace, parce que lorsque l'on est fort, on n'est pas ou on est moins menacé. Lorsque l'on est faible, on apparaît comme une proie. Et donc, pour n'apparaître pas ou jamais comme une proie, nous donner les moyens de relever notre défense. Alors évidemment, tout cela a un prix, tout ça suppose peut-être aussi un certain nombre de sacrifices. Tout ça est une question de volonté. La deuxième certitude qui s'ébranle aujourd'hui, c'est celle du commerce comme solution, ou en tout cas comme cadre d'organisation de l'économie mondiale. Avec la crise de la Covid, qui a fait apparaître que même dans un pays comme la France, on pouvait manquer d'huile de tournesol et de biens de première nécessité. Avec la guerre en Ukraine qui a déstabilisé les chaînes de valeur, qui a fait augmenter les prix alimentaires et les prix de l'énergie. Et puis désormais avec les guerres commerciales qui s'enclenchent, nous entrons dans un nouveau monde où clairement la philosophie qui a présidé à la création de l'Organisation mondiale du commerce et qui en quelque sorte a structuré un désarmement tarifaire à l'échelle planétaire est révolue. Et c'est une nouvelle philosophie qui va progressivement se structurer. Et il nous faut décider de la manière dont nous voulons contribuer à cette nouvelle organisation des échanges. En défendant le multilatéralisme, parce que la guerre commerciale conduit d'une manière ou d'une autre à un appauvrissement qui n'est dans l'intérêt de personne, mais en étant bien conscient que c'est le moment ou jamais de muscler notre capacité à être plus compétitif, à résister à la concurrence venant d'autres nations du monde, et puis bien sûr à approfondir le marché unique européen où subsistent des barrières douanières implicites qui ne disent pas leur nom, des barrières non tarifaires en quelque sorte, qui entravent la capacité des acteurs économiques européens à se déployer pleinement. Mario Draghi, dans une intervention récente, citait un chiffre du FMI, je crois, selon lequel les barrières implicites entre pays de l'Union européenne, qui forment pourtant ensemble un marché unique, représentent l'équivalent de droits de douane de 45%. Retirons ces droits de douane, permettons à notre marché unique de jouer pleinement son rôle,
Et ainsi, nous permettrons à nos entreprises de bénéficier d'un marché beaucoup plus profond et beaucoup plus vaste. Là encore, si nous ne faisons rien, ce que nous risquons, c'est le déclassement, c'est le décrochage technologique et industriel. Alors, si cette idée peut paraître séduisante à certains, je veux signaler qu'elle porte en elle les germes d'un asservissement définitif. Parce que si nous laissons, ou si nous devenons dépendants pour nos vies quotidiennes des biens, des produits, des services qui nous viennent d'ailleurs, eh bien nous acceptons en même temps les normes qui sont attachées à ces produits et à ces services. Et je n'ai pas besoin de vous citer l'exemple des réseaux sociaux, sur lesquels je reviendrai dans quelques instants, ou des smartphones, pour vous convaincre que si nous acceptons de décrocher et de vivre au crochet de grandes puissances qui fabriquons les moyens de la mobilité, les moyens de la communication, les moyens de la défense demain, autant dire que nous renonçons définitivement à exercer notre souveraineté sur tout ce qui compose notre vie quotidienne. La troisième certitude qui est ébranlée, même si les plus visionnaires d'entre nous n'ont jamais cessé de douter, c'est l'invincibilité de la démocratie. Nous croyons dans la victoire finale des démocraties, disait Raymond Aron, à condition qu'elles le veuillent. Sauf qu'aujourd'hui, nous voyons des attaques redoublées contre les modèles démocratiques, venant de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous voyons se déstructurer, se désintégrer l'espace public, l'agora, qui est pourtant une condition nécessaire du bon fonctionnement démocratique, parce que la démocratie, ça n'est pas seulement le droit de vote, ça n'est pas seulement la capacité donnée à chacun d'exprimer sa voix à partir de son vote. Cela ne fonctionne que si les citoyens ont les consciences éclairées et s'ils partagent une information de qualité. C'est pourquoi si vous retirez ou si vous fragmentez l'agora, vous faites s'effondrer l'édifice démocratique. Et donc là aussi, nous avons devant nous un choix, une alternative. Soit nous continuons comme sur la lancée sur laquelle nous nous trouvons. L'espace informationnel dans lequel nous évoluons se fragmentera de plus en plus. Les attaques de nos compétiteurs, des régimes illibéraux, des régimes autoritaires, continueront à s'amplifier. Et inévitablement, à un moment ou à un autre, nos concitoyens se tourneront vers d'autres options, des options bien éloignées de l'option démocratique. Soit au contraire, nous nous donnons les moyens de dissuader les attaques provenant de l'extérieur contre notre modèle démocratique, soit nous nous donnons les moyens, nous avons commencé à le faire au niveau européen, de préserver, de protéger l'espace public en refusant que ces règles soient dictées par des milliardaires américains et chinois. Et alors peut-être nous pouvons espérer préserver cet acquis précieux, ce trésor qui est la capacité de chacune et de chacun en démocratie d'être codécisionnaire de son propre destin. Bref, en matière de sécurité, d'économie, de démocratie, c'est bien notre indépendance, notre capacité à faire des choix qui est en jeu. Et vous l'aurez compris, c'est un choix qui se pose aux Françaises et aux Français. Et le choix, il est simple. Se reposer ou être libre, il va falloir choisir. Et notre rôle à nous, qui sommes les diplomates, c'est bien de faire apparaître ce choix, de mettre les cartes en main de nos concitoyennes, nos concitoyens qui ne demandent que ça. Et c'est pourquoi, dans cette période singulière de notre histoire, nous avons une responsabilité. J'ai, à titre personnel, une responsabilité, c'est de tourner le ministère des Affaires étrangères vers les Françaises et les Français de manière encore plus résolue que tout ce que nous avons connu par le passé. Avec, je ne serai pas trop long, en particulier 4 idées fortes. La première, c'est de mesurer notre impact et de le valoriser. Nous savons valoriser nos conquêtes diplomatiques, l'impact de notre action à l'étranger. Je souhaite désormais que nous puissions le valoriser dans sa dimension nationale. Combien d'emplois l'action des diplomates français a-t-elle permis de créer sur le territoire national? Combien de tonnes de CO2 ont été évitées et à quel prix?
combien de vagues migratoires ont pu être contenues grâce à l'action qui est la nôtre et qui s'appuie sur notre aide publique au développement notamment, mais également sur les accords de réadmission que nous signons. Combien de criminels ayant sévi sur le territoire national ont pu être traduits devant la justice grâce aux accords de réadmission ou des accords d'extradition plus particulièrement que nous avons signés avec les pays dans lesquels ces criminels ont pu se réfugier. Jusqu'à quel point avons-nous pu faire reculer le narcotrafic ? Quelle est notre contribution à la lutte contre le terrorisme ? Ce sont à la fois sur le plan quantitatif et quantitatif des indicateurs que je souhaite que nous puissions présenter aux Français et qui ont vocation aussi à concentrer l'action de nos postes, l'action du département sur la réponse aux priorités des Françaises et des Français. Deuxième, et c'est donc un travail que nous avons engagé pour faire apparaître ces indicateurs et qu'ils rentrent dans la vie quotidienne des 14 000 agents du ministère, qui toutes et tous contribuent d'une manière ou d'une autre à répondre à ces préoccupations qui sont celles des Françaises et des Français, mais d'une manière indirecte ou parfois inconsciente, comme M. Jourdain fait de la prose. Il appartient désormais que les Françaises et les Français mesurent à quel point notre action contribue à résoudre leurs problèmes. Deuxième élément de réponse, activer les liens qui nous unissent aux Françaises, aux Français et à leurs élus, en mobilisant la diplomatie parlementaire. Je salue Éléonore Carrois qui est là, qui est une grande figure de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et qui se mobilise aujourd'hui pour nous aider à obtenir les signatures dont nous avons besoin, les ratifications dont nous avons besoin pour qu'au mois de juin, lorsque nous allons accueillir la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, qui a vocation à être pour l'océan l'équivalent de ce que l'accord de Paris a été pour le climat, pour qu'il entre en vigueur, pour que cette conférence soit un succès, il nous faut 60 ratifications. Or, il n'aura échappé à personne que les ratifications se passent au Parlement. Et donc moi, j'appelle évidemment mes collègues ministres pour leur dire ça serait bien de ratifier pour que nous puissions avoir ce succès diplomatique en partage à présenter à l'opinion publique mondiale au mois de juin. Mais il se trouve que les ratifications se passent au Parlement, et donc je ne peux pas, moi, me passer du travail d'Éléonore Carrois pour aller convaincre les parlements, dans les pays où la procédure pourrait être accélérée, d'être dans les temps pour nous livrer ces ratifications. Il en va de même pour la coopération décentralisée. Les collectivités locales sont le premier partenaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors ça va peut-être surprendre certains d'entre vous que je le dise, mais c'est vrai. Et c'est vrai en volume financier, et c'est vrai aussi en fréquence des échanges entre les collectivités territoriales et les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations pour certains. Le président de la République sera prochainement dans l'océan Indien. Madagascar a des partenariats très denses avec des dizaines, des centaines de collectivités françaises. Nous ne pouvons pas faire comme si ça n'existait pas, d'une part parce que ça enrichit notre propre action, mais aussi parce que si nous resserrons les liens avec ces collectivités, eh bien ces collectivités seront plus à l'écoute de ce que la diplomatie française a à dire. Ils reconnaîtront dans la diplomatie française et dans l'action de nos diplomates, pour lesquels ils ont beaucoup de respect, eh bien justement cet élément de réponse aux préoccupations de leurs administrés. Parce que les collectivités locales qui font de la coopération décentralisée, elles le font, je dirais, dans un esprit, dans un esprit de solidarité, mais elles le font aussi pour permettre à leurs administrés de toucher du doigt la réalité de ce que c'est que l'action internationale. Et donc nous avons besoin de mieux synchroniser notre action. Il en va de même de notre action au service de nos compatriotes à la frontière. Ce sont des centaines de milliers, des millions de Français qui habitent dans des territoires frontaliers aujourd'hui et qui rencontrent au quotidien ou qui sont exposés au quotidien à l'international et à ses complexités parce qu'ils vont travailler de l'autre côté de la frontière, parce qu'ils vont y faire des courses, parce qu'ils vont y rencontrer des amis. Notre ministère a la charge de ces questions transfrontalières et a vocation à les embrasser avec encore plus de vigueur qu'il n'a pu le faire ces dernières années, là encore, pour se rapprocher de la réalité vécue de nos compatriotes.
Troisième élément sur lequel je souhaite que nous puissions insister, c'est l'affirmation de notre présence territoriale. Un ministre des Affaires étrangères devrait se déplacer au moins une fois par mois sur le territoire national pour aller à la rencontre des Françaises et des Français, pour leur mettre les cartes en main. Eux qui comprennent l'importance des questions internationales et qui veulent être associés aux décisions qui engagent leur avenir. J'ajoute que nous avons, vous le savez, des conseillers diplomatiques auprès des préfets de région qui jouent un rôle très important de courroie de transmission pour la politique d'attractivité, pour l'implantation des entreprises, des usines dans les territoires, français. Ces conseillers diplomatiques, je souhaite leur donner toujours plus d'importance et toujours plus de poids pour qu'ils puissent être nos ambassadeurs, les ambassadeurs de notre action sur le territoire national. Et puis nous devons aussi, et nous avons initié un chantier à ce sujet, valoriser les lieux de la diplomatie qui sont nombreux. Prenez ma circonscription législative des Yvelines, j'exagère un petit peu parce que c'est vraiment à la limite de la circonscription voisine. C'est à Versailles que se situe l'ancêtre de l'hôtel du ministre, où nous organiserons d'ailleurs à cet automne sans doute une belle exposition. Vous serez toutes et tous conviés pour redécouvrir l'action diplomatique sous l'Ancien Régime. La bibliothèque municipale de Versailles et l'ancien ministère des Affaires étrangères. Nous avons intérêt ainsi à valoriser l'ensemble des lieux qui, sur tout le territoire national, rappellent que la diplomatie se joue pas uniquement à Paris, à Nantes et dans le réseau, mais elle se joue sur l'ensemble du territoire national. Et puis, quatrième élément d'action pour opérer ce rapprochement, c'est d'ouvrir grand les portes du Quai d'Orsay en démultipliant les visites, la participation des Françaises et des Français à des échanges que nous pourrions avoir sur place. Nous avons justement intérêt à briser cette cloche de verre dont parlait Romain Gary, de faire connaître ces métiers fascinants, exigeants, mais passionnants du consulaire et les métiers diplomatiques. Vous l'aurez compris, et je m'arrêterai là, nous avons devant nous une tâche collective qui est de créer ce lien diplo-nation, de resserrer nos liens avec les Français dans une période où ça n'a jamais été aussi important, parce que face à la brutalité du monde, face à la brutalité qui s'installe aussi dans les consciences, notre mission et notre vocation, c'est de donner aux Françaises et aux Français les armes de l'esprit. Je vous remercie beaucoup.